Il y a mon caleçon tout mouillé. Il y a un vague qui a rentré en moi, les gars. Vous vous rendez même pas compte. Hein. Ah, c'est génial. Bon, allez, on avance, ok. Ma zone de confort était là, et j'étais là. Tu vois ce que je veux dire? Et ça a été des mois, mais qui étaient très très durs. Bah Nono, tu peux témoigner aussi. Là, j'avais vraiment pété un plomb. Il y a un jour, il y a même mon boss qui m'a dit rentre chez toi. C'est pas grave, Oui, tu c'est vois. ça, oui, oui. Mais quand c'est la première fois, oh, tu te Évidemment. stresses, tu dis comment je vais faire parce que tu sais pas Ah, mais non, vous êtes surdiplômé, je peux pas vous prendre. Mais pardon, c'est quoi être surdiplômé? où tu bosses pour le rêve de quelqu'un d'autre ou tu bosses pour ton rêve. Alors, j'ai l'impression que là, on est un peu en train de dire, ouais, l'entrepreneuriat, c'est mieux. Non, mais non, Ah non, non, non. c'est pas mieux, tu vois. Absolument pas. J'ai tout mouillé ma rosette. Ah putain, ça y est. Juste sur les pieds. Merci la marée, merci la lune. C'est super dur de rester concentré. Attends, J'ai Très envie d'aller me baigner par contre. on va finir le podcast dans l'eau en fait. Bienvenue dans le micro-patate. Le podcast où on mix and twist. C'est une belle journée pour podcaster. Nous avons une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, on a eu un énorme crash technique. On a donc perdu 2 caméras, celles qui étaient malheureusement reliées à nos micros. La bonne nouvelle, la caméra centrale est toujours en vie. On a retravaillé l'audio brut comme on pouvait. C'est pas parfait, mais au moins on peut quand même vous sortir un 4e épisode avec les moyens du bord. On a beaucoup pleuré, surtout moi avec le montage, alors soyez indulgents. La prochaine fois, ce sera mieux. Bon podcast à vous tous. Comme vous pouvez le constater, actuellement on a plus ou moins changé de décor pour ce 4e podcast. À première vue, on pourrait presque dire qu'on est d'ailleurs en vacances. Alors qu'en fait non, on n'est pas du tout en vacances, on est en train de bosser. Et justement, c'est ce qui nous amène au sujet d'aujourd'hui. Le salariat, les horaires fixes, un cadre, la sécurité, la stabilité, contre le travail d'indépendant, avec une forme de liberté, on imagine, mais avec tout autant de responsabilité et de discipline. Parce qu'au final, peu importe le décor, la réalité du travail, elle reste toujours la même. 2 manières de vivre son travail, 2 manières de penser, 2 visions différentes. Et on va en débattre dans ce 4e podcast. Bienvenue dans le micro à tête. Jingle. On va vraiment le faire à Noël celui-là, je pense. Alright, bon bah on est pas mal là quand même. Oui, Est-ce qu'on n'est bien, pas mieux oui, là bien. qu'enfermé Il fait pas à la trop maison, chaud en hein. plus. Ouais, On est bien là. Ça fait du bien de changer le cadre Ouais. et ça fait du bien d'entendre la mer dans le coin. C'est un côté relaxant. C'est vrai, un peu détente. Un aspect négatif, comme notre sujet d'aujourd'hui. Voilà, donc comme vous avez pu le constater dans l'intro, le sujet d'aujourd'hui, où on va débattre plus ou moins sur la différence entre le salariat et le travail d'indépendant. Tout à fait. Moi là-bas, je m'étais dit qu'on pouvait mettre un peu en contexte nos situations chacun et quelles ont été nos expériences dans l'un ou dans l'autre et dans quel cas on se trouve actuellement. Voilà. Donc Jules, est-ce que tu veux commencer par Oui, c'est là, je crois. Alors moi, j'ai travaillé en boîte de consulting quasi toute ma vie. C'est-à-dire, j'ai fait 3 ans dans une grosse boîte de consulting. C'était très, comment dire, hiérarchisé, grosse structure, etc. Donc c'était des salaires qui n'étaient pas dégueulasses, objectivement. Mais le truc, c'est que fallait toujours rendre des comptes à un supérieur, parce que normal, mais bon, ça peut être très compliqué. Fallait arriver au travail en chemise, un truc très corporate en fait. Et après, j'ai eu une autre expérience quand j'étais en Espagne, pour ceux qui ont vu le podcast sur sur la vie d'espace? la ville d'Espagne, exactement. Et où là, c'était encore une boîte de consulting, mais beaucoup plus tranquille. C'était une petite structure où on était 80. Et finalement, où j'étais beaucoup plus libre à ce niveau-là. Et j'expliquerai plus tard, mais en fait, je considère que c'était plus du salariat, mais en mix entrepreneuriat. Et à côté de ça, donc j'ai été autonome aussi, et donc là vraiment que à travailler avec moi-même et donc on en parlera après. Luciano? Moi, j'ai commencé vers l'adolescence à travailler. Où j'ai travaillé dans pas mal d'usines pendant les étés, mais il n'y a pas d'argent, comme j'ai quelques amis. Après, quand j'ai commencé la partie éducation supérieure à l'université, j'ai commencé à bosser dans une boîte d'architecture. Et après, je l'ai intégré, du coup, j'avais des partenaires. Et depuis, ça a commencé toute la partie de vie indépendante, entrepreneuriale. Après, quand j'ai parti de là, j'ai arrivé en France. Et en France, comme dans la vie d'expat, sans la langue française, etc., c'est très dur d'être entrepreneur. Du coup, j'ai recommencé à zéro. Donc, j'ai recommencé à rentrer dans toute cette idée des usines, etc. Et petit à petit, j'ai commencé à évoluer. Et là, en ce moment, je développe d'autres projets
pour me reconnecter avec la vie d'indépendant. Je suis assez indépendant en ce moment, du coup, on va discuter tout à l'heure de ça. Avec tes 20 projets à côté que tu as C'est en ça. ce moment. Exactement. C'est marrant parce que Lucian, moi je le connais depuis à peu près C'est 7 ans, je pense. Il a toujours été sur 1 milliard de projets en même temps. Et ça, c'est assez drôle. Et pour autant, pas dans le salariat, des projets vraiment à lui. En travail, non, mais voilà, c'est vrai qu'on va pouvoir développer là-dessus. Ouais. Pour finir le tour de chacun, moi, on va dire que ma vie de boulot a été un peu complexe pour entrer dedans, entre guillemets. J'ai fait des études, donc une licence, j'ai appliqué. Je suis partie vivre 2 ans en Irlande. Et là, j'ai été en stage, puis en tant que salarié là-bas. Je suis revenue, j'ai refait des études. Et là, j'ai galéré à trouver du boulot. Donc j'ai fait un service civique, qui franchement, très bonne opportunité quand on est jeune pour avoir de l'expérience au départ. Et après ça, on arrive très vite en... Bon, j'ai fait quelques petits boulots de salariat, de dépannage, de bar, en supermarché, etc. Et on arrive très vite à 2020. Je me souviens toujours du premier jour où on a été confinés. Je devais commencer un job en tant que chargé d'événementiel et chargé de communication dans une boîte. Et évidemment, pendant le Covid, c'est pas top, quoi, tout ce qui touche à la gestion de projet, les events et tout ça. Donc, c'est un peu tombé à l'eau. Et en fait, c'est pendant le confinement c'est grâce au confinement, plus ou moins, que j'ai décidé de me mettre à mon compte parce que je me suis dit, j'arrive pas à trouver du boulot, et je vais me créer et je verrai bien ce que ça donne. Et aujourd'hui, ça fait 5-6 ans maintenant que je suis toujours indépendant à ce jour. Donc voilà, on pourra faire le tour de... Je veux juste revenir sur une chose, Lucian, dans ta présentation. Tu as dit que quand tu es arrivé en France, avant, tu avais du salariat, tu es arrivé en France et tu as repris du salariat. Et toi, tu as appelé ça reprendre de zéro. Selon toi, le salariat, c'est l'échelle 1, c'est 0? Non, mais c'est une zone où tu peux refaire toute ta partie économique, toute ta partie financière. Du coup, dans mon point de vue, quand tu commences à être indépendant, tu sors de ta zone de confort. Du coup, tu expandes un peu. Mais pour refaire toute cette partie économique et pour refaire les bases, des fois, il faut bosser sur le rêve des autres. Moi, je considère que où tu bosses, il y a 2 catégories. Ou tu bosses pour le rêve de quelqu'un d'autre, ou tu bosses pour ton rêve. Et tu peux aussi mélanger tous les deux. Il y a plein de potes et moi aussi, j'ai eu des parcours l'année dernière. J'ai bossé dans un bar la première fois. Et du coup, parce qu'il fallait que je refasse du capital, etc. et que je me retrouve dans une position. Après, je suis avec un projet. Du coup, pour moi, ouais, c'est un cas de départ. Parce que tout le monde, il peut avoir cette idée de stabilité, de dire, voilà, en plus en France, avec les intérims, etc. Si tu veux bosser, tu peux trouver à bosser. Oui, bien sûr. Rapidement, tu peux trouver cette case de départ pour reconstruire ton rêve. Du coup, c'est pour ça que j'ai utilisé ce terme. Après, c'est marrant ce qui parce que soit tu crées ton rêve, ta vie, ou soit tu bosses pour le rêve d'un autre. Oui. Et je pense que c'est personnel, du coup. Parce qu'on voit très bien des gens qui sont salariés, et finalement, ils sont très épanouis dans leur travail. On regarde des gens, justement, qui vont avoir cette vision de je vais travailler très dur au travail pour ramasser beaucoup d'argent. Et après, ils disent, ou alors, quand on demande, qui disent, j'ai du temps à côté parce que je ne gagne pas énormément. Et du coup, ma vie, elle est très bien aussi, parce que même si je ne gagne pas énormément parce que je ne travaille pas beaucoup, je peux faire mes passions à côté, etc. Mais malheureusement, comme je ne peux pas vivre d'elle, c'est très bien, je préfère travailler et faire mes passions à côté. Oui, tout à fait, mais je voulais ouvrir ce sujet un peu plus tard, mais on va l'ouvrir maintenant. Qu'est-ce que c'est pour vous ça? C'est une idéologie culturelle, c'est une idéologie continentale, c'est une idéologie qui vient personnelle. Parce que dans mon point de vue, c'est ce monde entier, il y a plein d'idéologies différentes. Par exemple, surtout la partie asiatique, cette idée d'entrepreneuriat, il existe à peu près sur tout le monde. Parce que tout le monde essaie de se débrouiller par rapport à sur notre continent, sur la partie européenne, où c'est assez strict, c'est assez cadré toute cette partie. Du coup, les majorités des gens, ils commencent dans le salariat et après ils rentrent dans l'entrepreneuriat. Ou ils commencent dans l'entrepreneuriat s'il y a quelqu'un dans leur famille ou dans leur écosystème qui sont déjà dans l'entrepreneuriat. Du coup, ça dépend. Dans mon point de vue, c'est assez culturel sur la partie européenne.
où on choisit qu'est-ce qu'il a fait notre mère, notre père, etc. Parce que c'est le rêve qu'ils nous ont vendu. Il faut pas oublier qu'on est un produit de la génération d'avant, avec toute l'éducation de la génération d'avant. Du coup, ça dépend vraiment d'où on vit par rapport à comment on voit notre écosystème de travail. Ouais, c'est vrai, c'est intéressant ce que tu dis. Ça me fait penser beaucoup, tu sais, à la mentalité justement plus américaine. Là où justement ils vont vachement te pousser à aller dans l'entrepreneuriat, à échouer et retente. Et si tu as échoué, c'est pas grave, c'est une expérience, machin. Là où justement peut-être la vision européenne, elle est plus de dire fais attention, parce que ça c'est risqué, etc. En plus si tu as échoué, c'est pas fou quand même, parce que c'est juste que tu as eu un échec, mais tout d'ailleurs il ne voit pas l'expérience que tu as pu tirer de tout ça. Et ouais, c'est vrai que c'est très culturel. Et Parce que aussi, on vit dans la partie de l'Union européenne, sur l'Europe en ce moment, on vit juste sur une partie de quantum. Il faut quantiser tout ce qu'on fait. Du coup, et l'échec, il est pas calculé comme un atout. Il est calculé comme un truc que tu déçois. Tu déçois la société, tu déçois toi-même. Mais désolé, tous les scientifiques, tous les chercheurs, tous les têtes qui ont découvert des choses dans ce monde, ils ont échoué beaucoup avant d'arriver, se poser la bonne question et avoir le bon réponse. Oui, mais à aucun moment on a mis ça en avant. Enfin, c'est rare qu'on ait mis les échecs des grands savants et des grands inventeurs en avant. On l'a pas fait ça. Ça, ils vont le mettre après quand ils ont réussi. Là, ils vont dire, vous savez, je suis passé par ça, j'ai raté ça, j'ai mis tant de temps avant d'arriver là. Mais vous voyez que le joli produit fini. C'est ça qui est fou, c'est qu'on met la tout réussite, ça. c'est normal. Mais oui, bien sûr. Regarde, c'est Edison qui disait une phrase que j'aime beaucoup. Enfin, je ne sais plus comment elle est exactement tournée, mais c'est je n'ai pas échoué 500 fois, mais j'ai trouvé 500 manières qui ne fonctionnent pas. Oui. C'est Edison qui a dit ça. C'était 10 000. Ouais, ou 10 500. Ouais. Quand il a créé l'ampoule, il a réussi le 10 000 un fois, 10 000 deux fois. Le 10e prototype, et du coup, quoi. ouais, Et voilà. et du coup, il a dit qu'il a trouvé 10 000 manières de ne pas le faire bien. Ouais, c'est ça. Et une manière de le faire correctement. C'est ça. Du coup, c'est la Et même une chose chose. avant, c'est la chance. C'est la même chose. Mais ça, je trouve que c'est un peu la belle philosophie de la vie aussi, tu vois. De se dire, au fil du temps, c'est pas spécialement que tu apprends à savoir ce que t'aimes, mais ça t'apprend à savoir ce que t'aimes pas. Ça, c'est vrai. Ou ce que tu ne veux pas. Oui, tout à fait. Et dans le travail, c'est aussi la même chose. Au départ, j'ai un peu l'impression que, surtout par exemple en France, c'est pas facile d'avoir des opportunités de travail tout le temps non plus. Et des fois, on commence par des trucs qu'on n'aime pas spécialement, à part si on a des bons contacts, etc., ou qu'on a eu des fois un peu de la chance, parce que il y a beaucoup de ça en France, je trouve, c'est quand même très malheureux en termes de le monde de l'entreprise qui est, on te demande d'avoir 10 ans d'expérience. Quand tu as 14 ans. Mais c'est ça, enfin en fait ça a aucun sens. Il faut que tu aies des diplômes et tant d'années d'expérience alors que tu demandes pour ton premier job. C'est juste pas possible. Ah et puis sinon, il y a aussi l'inverse. Ah maintenant vous êtes surdiplômé, je peux pas vous prendre. Mais pardon, c'est quoi être surdiplômé? À quel moment tu dis non à un mec qui est surdiplômé? Et qui veut travailler pour Mais toi? oui, ça n'a juste absolument aucun sens. Le système du travail, je le trouve énormément biaisé alors en France en l'occurrence, très biaisé en France par rapport à comment on avance dans l'éducation jusqu'au travail. Je ne trouve pas ça cohérent en fait dans la possibilité de donner l'opportunité aux gens. Tu vois, à l'étranger, moi qui ai toi, ici, je dis autrement. Et Julien et moi, par exemple, moi en Irlande, c'était ça, on nous donnait l'opportunité de travailler. C'était, il regardait le MIC, pas le CV, c'était à ta motivation. Et ça, c'est complètement différent que de regarder un bout de papier pour savoir si tu vaux quelque chose. Donc ça, c'est pas facile. Tu sais, d'ailleurs, quand on travaille en Espagne, justement, mon niveau d'espagnol à ce moment-là, il était très borderline. Et en fait, c'est parce que justement, je leur ai montré que j'en voulais, qu'ils m'ont embauché. Mais au début, ils étaient un peu réticents parce que justement, le niveau d'espagnol, ça allait pas. Et ouais, c'est rien. Mais ça, je pense qu'en France, ça serait moins passé. Et c'est peut-être après la génération d'avant aussi. Je sais pas, j'ai encore Il y a l'impression. un truc un peu générationnel, je pense. Les gens, ils commencent à se rendre compte que aujourd'hui, la motivation est quand même plus importante peut-être que les diplômes. Et je trouve que c'est en train de changer un peu. Alors ça, c'est un peu lent, Non. je pense. Moi, je ne suis pas d'accord. Après, avec je ça, dois dans l'IT, vois- je suis oui, peut-être pas oui, plus oui. objectif. Mais moi, je vois, parce que j'ai cherché pas mal de boulot ici. Ouais. Et du coup, ça reste assez conservatif. Ça reste assez ancré dans le management d'avant. Où
Par exemple, quand tu vois qu'il y a quelqu'un qui vient vers toi et qui veut essayer, qui te rapporte de nouvelles idées, etc., bah, tu le fais vite fuir parce qu'en fait, tu crois qu'il est sous-qualifié par rapport à toi. Du coup, tu crois qu'il va prendre ta place. Du coup, tu vas le faire éjecter. Et ça, c'est vrai dans les grandes structures. Mais dans les plus petites structures, je pense que justement, ils aiment bien les gens qui apportent de nouvelles idées, tu vois. Mais ça, non, moi, ça dépend des générations. Ça dépend. Non, ça dépend des gens. En fait, moi là, je pars du principe que, alors peut-être que oui, en ce moment, ça commence à évoluer, mais c'est quoi? Parce que les personnes qui étaient très à l'ancienne sur les protocoles de recrutement, etc., bah là, ils partent à la retraite, en fait. Donc, c'est les nouvelles générations qui commencent à prendre le relais. Mais à partir du moment où les nouvelles générations qui prennent le relais gardent la mentalité des gens qui s'en vont, c'est là que ça va pas. En fait, c'est s'il n'y a pas une évolution sur la manière de fonctionner pour moucher des gens, ben, on n'évoluera jamais, en fait. C'est ça. Et je sais pas, il faudrait prendre des exemples d'autres pays. Mais de toute façon, il ne faut pas oublier que nous, on parle vraiment sous la base européenne, parce qu'on connaît grosso modo la partie culturelle européenne et aussi un peu de tout ce qui est venu des États-Unis, parce que les États-Unis, il a mis un peu ce cursus avec tous les multinationales qui sont arrivés en Europe pour nous expliquer toute cette partie. Ouais. Mais on ne connaît pas réellement tout ce que ça part sur le continent australien, sur l'asiatique, indien, etc. Il y a des autres cultures. Du coup, il ne faut pas oublier qu'on discute juste de notre point de vue et sur qu'est-ce qu'on a maintenant ici. Il y a d'autres systèmes qui sont inconnus. Là, on parle surtout pour la France, on va dire, et l'Europe en général. Alors là, on va dire qu'on est à peu près tous les trois indépendants. On va se mettre sur ce point de vue-là. Est-ce que selon vous, être indépendant, c'est vouloir fuir un cadre un peu? Parce que là, on n'est plus sur, comme on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, le rêve de quelqu'un, mais nos mots. Et le cadre, on se le crée nous-mêmes. Est-ce qu'on est sur la fuite d'un cadre ou pas? Dans mon point de vue, on croit dans cette illusion qu'on fuit un cadre. Mais dans toute mon expérience, je me suis rendu compte que quand je travaille sur l'idée de travailler pour quelqu'un d'autre, j'ai un seul patron. Mais quand je travaille en indépendant, j'ai 1000 patrons. Parce que chaque client, il est sous une forme de patronage sur toi. Parce que tu vends un produit, que tu vends un service, c'est lui qui te demande. Oui. Du coup, pratiquement, tu as plus de patrons, tu as plus de chefs, tu as plus de demandes. Du coup, tu peux avoir moins de sécurité, tu sors plus souvent de ton cercle de confort, parce qu'à chaque fois, il faut que tu t'adaptes aussi, parce qu'on travaille avec les humains. Du coup, il faut que tu t'adaptes à chaque personnalité, il faut que tu arrives à englober tout ça et à dire, ok, là, je travaille avec ce type de personnes, ce type de projet. Du coup, il faut que j'arrive à être bien moi-même et bien à m'adapter sur cette partie. Du coup, dans mon point de vue, je pense que c'est un petit paradoxe, c'est une petite illusion on se donne, comme l'illusion aussi de croire qu'on bosse moins. Sous le long durée, peut-être que ça va être moins, mais sous le court durée, on va dire de 5 ans, la vie d'un entrepreneur, c'est tellement différent que la vie d'un salarié, parce que la vie d'un salarié, par exemple en France, on bosse 7 heures par jour. Du coup, un entrepreneur, il va bosser 24 heures par jour. Parce que même quand tu dors, tu vas sur ton subconscient, il va travailler sur tes projets. Du coup, c'est ça mon point de vue. Et je te rejoins tout à fait. Là, en ce moment, je suis en train de monter une boîte. Ça fait 3 semaines, là, je dois être à 65, 70. J'en peux plus. Je préfère. Mais ouais, en effet, je pense que la petite du cadre, je pense l'avoir jusqu'à ce que vraiment tu te rends compte que juste un cadre différent. Mais moi, je sais que dans mon cas, c'était suivre le cadre aussi d'un travail finalement donné et d'avoir des tâches données dans ce travail-là. Et en fait, j'aime bien ce côté, mais c'est très personnel, de devoir toucher à tout. Donc, je fais de l'entrepreneuriat finalement, tu dois faire d'administratif, même si c'est pas ma préférée. Tu dois prospecter, tu dois parler bien aux clients, tu dois apprendre à bien t'exprimer, tu dois apprendre à plein de choses. Et c'est ce côté-là, je trouve qu'en fait, tu te dis, j'aurais toujours plein de choses à apprendre et plein de choses à développer et m'améliorer sur plein de choses que moi, personnellement, m'attire. Après, je comprends très bien la personne qui dit, je vais tout faire dans un domaine, je travaille là-dedans toute ma vie et c'est très respectable aussi. Mais j'ai toujours considéré que j'aime bien être bon dans plein de choses, mais excellent en rien.
Mais c'est ouais, ça mais c'est c'est bien. quelque chose qui est très personnel. Au final, en tant que salarié, au final, le cadre que tu as peut aussi être vachement limitant. Parce que là, tu dis que, en tant qu'indépendant, au final, on fait notre propre cadre. C'est ça que font bien et que la discipline est hyper importante en tant qu'indépendant. Et qu'au final, tu as une forme de cadre et de liberté où, comme tu dis, en fait, tu touches à tout, tu apprends tout. T'es pas expert en tout, mais tu deviens curieux de tout. En fait, parce que tu dois apprendre ton entreprise en 360 en fait. Ouais, T'es 10 personnes à la fois quand t'es indépendant. Et ça, les gens s'en rendent pas compte. Ils disent ouais, être indépendant, bah, c'est là, tu te prélasses à la plage, t'es peinard, c'est les vacances et tout, tu bosses jamais. Bah, absolument pas. Regarde la preuve. Julien, il dit là, ça fait quelques semaines qu'il bosse 70 heures semaine. Et il a dormi 4 heures hier soir. Jusqu'à Voilà. 4 heures du mat. Vous me faites Mais après, penser- c'est ponctuel, hein, en vrai. C'est Oui, pas oui. tout le temps comme ça, Mais évidemment. ça dépend, voilà, c'est par variable. vous me faites penser à une belle métaphore avec qui j'habite. C'est l'idée d'une imaginaire. Tu vois, quand tu veux être proche d'un seul domaine, bah, tu es comme un arbre qui a un seul racine, dans mon point de vue. Mais quand tu touches toute cette partie entrepreneuriat, tu commences à te raciner sur plein de domaines différents. Du coup, vers la fin, tu es plus solide que la personne qui s'est racinée juste sur un seul truc. Parce que si on voit bien que le monde il change très rapidement en ce moment, du coup, quand tu te focuses juste sur un seul domaine, en ce moment, il existe une chance que avec une tempête de changement sociétal, tu peux retomber. Du coup, il faut te re-raciner dans un autre type, que tu t'as raciné bien sur plein de domaines. Bah, il y a un qui disparaît, tu as encore 3, 4 que tu es déjà raciné. Pas beaucoup, mais tu es déjà raciné. Du coup, tu prends pas à zéro. Du coup, c'est plus libérateur dans mon point de vue. C'est vrai. Et après, moi, par exemple, il faut revenir un peu sur les expériences personnelles, parce que je trouve que c'est toujours intéressant de mettre ça en avant. On va dire que moi, j'ai connu donc le salariat, et pendant très longtemps, je me suis dit, jamais je serai indépendante. Moi, je voyais mon père indépendant, ma belle-mère indépendante, etc. Et des gens... Enfin, t'étais un peu baigné dedans, toi, pourtant, ouais. Ah oui, mais c'est ça. Ouais. J'ai été baignée dedans, j'ai été baignée dans la créa aussi, vachement. Et j'ai toujours été baignée dans le côté autodidacte, apprendre de moi-même. J'ai fait beaucoup par moi-même. Et je m'attendais pas à me dire, je vais lancer ma boîte, etc. Et en fait, je pense qu'on m'a un peu poussé au cul. Pendant le confinement, c'était ça. En fait, moi, en tant qu'indépendante, j'ai 3 casquettes aujourd'hui. Maintenant, j'arrive à un point où je peux pas m'arrêter à une seule chose, quoi. Je suis photographe, vidéaste et social media manager, donc la gestion des réseaux sociaux pour les autres. Et quand j'ai commencé en tant qu'indépendant, j'étais juste photographe. J'ai évolué, et en fait, c'était pendant le confinement, j'avais ressorti un peu l'appareil photo du placard, entre guillemets. J'ai fait des photos, on a fini dans le journal avec les mères, etc. Enfin bref. Et les gens, ils m'ont dit, ah, mais ça faisait trop longtemps que t'avais pas fait ton appareil, super, et tout, nanana. Et c'est vrai que putain, j'avais ce truc pour la photo, quoi. Et en fait, j'ai cogité, et en sortie de confinement, comme je disais sur le Zoom, j'ai dit, bah, tu sais quoi, je vais me le créer moi-même, mon taf, et je verrai bien. Et là, j'ai eu le courage de le faire. Et au début, c'était pas facile, hein, évidemment. Ah non, quand on se lance, c'est pas toujours ça, mais c'est important d'être bien entouré. Et ça a été mon cas, du coup, avec la famille, les amis, l'équipe de soutien. C'est très important d'avoir beaucoup de réseaux et de développer son réseau au quotidien. Quand on est indépendant, c'est des choses, mais le plus important, c'est de développer son réseau. Parce que le travail ne vient pas non plus comme ça. Il faut aussi charbonner au quotidien. Et au final, aujourd'hui, j'aurais du mal à revenir salarié. Mais contrairement à il y a, je dirais, 1 an et demi, 2 ans, j'ai évolué sur ma mentalité parce que je me stressais beaucoup en tant qu'indépendante à me dire oh là là, tu n'arrives pas à faire chiffre d'affaires, comment je vais faire et tout, ça va être la galère, tout ça. Et aujourd'hui, je me dis, bah, c'est pas grave. Si pendant 1 mois je suis en galère, je vais faire un peu d'intérim, je vais faire un petit boulot à droite à gauche en tant que salarié par-ci par-là, parce que je sais que ce sera pour un moment T, un temps limité, pour continuer à travailler sur mon entreprise, ma boîte d'indépendant, et puis voilà. En fait, moi, je ne vois plus le salariat comme une fin en soi où je n'aurais pas le choix que de retomber le fin. Voilà. On peut revenir dessus, et en fait, c'est une béquille sur laquelle on peut se rappuyer quand on en a besoin. Si vous voulez décider de vous mettre indépendant un jour, faites-le. De toute façon, quoi qu'il arrive, vous pouvez redevenir salarié à tout moment. Dans tous les cas, c'est possible. Après, il y a quand même les gens, aujourd'hui, qui rentrent dans un boulot et qui veulent plus démissionner ou s'en sortir ou trouver un autre. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de ne pas retrouver un travail. Et ça, c'est encore un autre débat. Mais je sais pas ce que vous avez comme point de vue là-dessus. Sur le côté, on est salarié, mais tu sais, il y a des gens,
Ah ouais, mais non, mais j'ose pas, j'aime pas mon taf, mais j'ose pas le quitter. Et puis, j'ai trop peur de pas trouver un autre boulot, je sais pas quoi faire. Oh là là. Il commence à y avoir de l'eau, les gars. Ça l'arrive. Non, c'est pas grave. Eh, c'est bon, on a les pieds dans l'eau, tant pis. C'est la chaise qui va tomber, tu vois. Le sable est fort. Ça va le faire. Ouais, je pense que je vais tomber, les gars. Après, pour revenir à ce que tu disais, enfin, je comprends très bien la personne aussi qui a 3 gosses, qui a toujours connu le salariat, etc. Bien sûr. Qui voit le gros risque que c'est de d'entreprendre et tout simplement t'as pas envie d'accepter. Ouais. Et c'est complètement ok parce que j'ai l'impression que là on est un peu en train de dire ouais l'entrepreneuriat c'est mieux. Non, ah non, ah non, non, non. C'est pas mieux. ok. Absolument pas. Nous, On parle de a notre besoin expérience. des exécutants. Hein. On a besoin des personnes qui ont envie juste d'exécuter. Moi, de je comprends pas la se prendre personne qui a tête, envie de faire son 9 to 5 justement parce que c'est un peu de 4 et qui rentre chez lui, il est tranquille, il a plus rien à faire, le week-end il fait sa passion ou whatever ce qu'il a à faire. Il y a moins de charge mentale. Et c'est très bien. T'as zéro charge mentale, Eh oui. moins de stress, bon, ça dépend des travails. Ah bah. Malheureusement, il y en a qui prennent de la charge mentale. tu J'ai vois. déjà fait un burn-out en salarié. Hein. Oui, Mais voilà, bon, exactement. voilà. Ça arrive. Oui, oui. Et j'ai la moitié fait de l'entrepreneuriat et quand ça arrive aussi, donc je veux dire, il y a quelque chose finalement. Ça. Et après, on prend les stéréotypes. Et moi, je comprends très bien la personne ouais, qui fait une 9 to 5 et qui a trouvé qui doit répondre à personne. Et ça rentre chez elle et puis la journée est finie, et très bien. C'est moins le stress et c'est peut-être pas plus mal aussi. Hein. Ouais. Bah justement, le côté discipline et charge mentale. C'est sûr. Il y a mon caleçon tout mouillé. Il y a un vague qui a rentré en moi, les gars. Vous vous rendez même pas compte. Te Hein. titille un peu. Oh là là. Oh là là, ma rosette, là. Tu prends ton maillot. Ah, la rosette. Tout mouillé, ma rosette. Putain, t'as vu sur les têtes. C'est parfait. Les aléas du direct. Ouais, c'est comme ça. Donc pour continuer, Allez, on continue. Elle est bonne, hein. Elle est bonne, non. on va finir, Ah. on va finir le cul dans. Ah bah ça c'est clair. Hein. Bon, c'est pas grave. Ouais. Alors, Merci la marée, merci la lune. Et c'est pas ma lune de là, hein. c'est génial. Bon, allez, on avance. Ok. Ouais, donc pour revenir sinon au côté de la charge mentale, en fait, moi je pense que la charge mentale, on en apprend fort en tant que salarié qu'en tant qu'indépendant. Mais pas de la même manière. Ce que je veux dire, je dis ça par exemple tout à l'heure que j'ai déjà fait un burn-out en tant que salarié, mais parce que on nous avait vraiment mis une pression. Ouais. Une pression et on a dû faire des heures sup, etc. Ça avait été la merde, c'est quand j'étais à Villeneuve, ces trucs-là. Et là, j'avais vraiment pété un plomb. Il y a longtemps, il y avait mon boss qui m'a dit rentre chez toi. Là, j'étais en train d'exploser, de péter un plomb. C'était bord des larmes et horrible. Et là, la charge mentale, je dormais, je rêvais, j'étais tout tard au boulot. C'était horrible. Je me réveillais, j'étais très faim avant d'aller taper. Donc là, la charge mentale, en fait, elle dépasse le 9 to 5, comme on dit. Elle dépasse les heures de boulot. Ouais. Et là, ça devient compliqué. Moi, j'aimerais bien que vous nous parliez un petit peu de si vous avez eu déjà des charges mentales un peu complexes, soit en tant que salarié ou en tant qu'indépendant, et comment vous le vivez aujourd'hui et comment vous arrivez à pallier à ok, je vais réussir à me détacher de cette charge mentale. Il y a l'eau qui monte, c'est pour ça qu'on rigole, mais Le coup, ce que je veux dire, c'est que ça va être pris. Et il faut apprendre à en avoir plein la suite. En fait, je pense qu'on a un gros problème à vouloir faire les choses bien, etc. Et je dis pas qu'il faut en avoir rien à foutre, évidemment, c'est bien, c'est le travail. C'est évident. Donc en fait, il y a des choses qui sont pas importantes et il y a beaucoup de charge mentale, faut se créer soi-même, qui ne vaut pas le coup. Et par exemple, j'étais faire rêver pendant un moment. Et donc, je vais me dire, ah là, attends, mais finalement, on n'a pas payé la deadline, je sais pas quoi, le client, il va m'éclater, donc mon boss, il va pas être content, etc., etc. Donc, c'est des choses qui sont complètement arrivées. Donc, en fait, c'est des choses qui arrivent tout le temps, et le boss, il comprend très bien que ça arrive tout le temps, et c'est un peu ça. Alors, évidemment, tu dois rendre des comptes au client, mais ça change pas le fait que, toi, ça arrive, et il faut en avoir, on a rien à foutre. Tout simplement. C'est peut-être d'être plus conseil. bah non, mais Mais moi, je alors, le fais comme apprendre ça. à ce que ça t'atteigne moins personnellement, en fait. C'est ça que je veux dire, plus- c'est plus exactement ça. Dans mon point de vue, je pense qu'il faut qu'on passe tous par là. Oui. Parce que c'est une expérience. Ah oui, Tu vois, c'est comme l'amour, c'est comme conduire, c'est comme le vélo, etc. Tu vas avoir des mauvaises expériences, on va dire. Toutes ces mauvaises expériences se traduisent dans les briques de ta fondation qui va t'apprendre à dire non, qui va t'apprendre à savoir comment tu te structures, C'est un autre comment tu pays, te tout ça. cadres, à dire à ton chef, ok, j'ai pas fait ça, mais par contre, c'est tout ce que j'ai pu te donner aujourd'hui et je t'ai donné mon maximum d'aujourd'hui. mais oui. Tu vois, c'est sur ce point de vision, si on commence à regarder toute cette partie de paradoxe, il faut avoir un beau cœur, il faut avoir mal au cœur
tu vas avoir un beau cerveau, tu peux avoir mal au cerveau. Tu peux être bien dans ta compagnie, c'est ton travail, ou pour toi-même, si tu es indépendant. Il faut que tu te donnes à fond. Et du coup, c'est toute cette idée de paradoxe yin-yang, de mal et bien. Et malheureusement, dans ce monde, on fusionne tout sur l'aspect du bonheur, du bien, de tout ça. Mais on oublie que qu'est-ce qu'il a construit, qu'est-ce qu'il a donné, qu'est-ce qu'on est aujourd'hui. C'est pas juste les bons moments. Oh bah non, au contraire. C'est les moments mauvais où on a appris à pas s'énerver, où on a appris à comprendre l'autre, à comprendre sa perspective, qui est pas la nôtre, etc. Du coup, je pense qu'il faut juste qu'on se mette sur des fondations plus abstraites, où on comprend que tout ça, c'est une totalité. Si t'as une mauvaise journée, c'est là où il faut regarder le plus, parce que c'est là où tu te retrouves le plus. Parce que tous on peut être bien à la plage, par exemple, hein, en train de boire des trucs, etc. C'est comme les potes de bar et les potes qui sont des vrais potes, tu vois. Tous on a des potes, on se dit sort avec eux au bar et on croit que sont les meilleurs potes, etc. Mais par contre, si tu l'appelles, lui dire bah j'ai un déménagement, j'ai un problème, donne-moi des câbles sur la batterie. Bah, il te dit, ah bah, hop là, tu vois, ça commence la musique, d'attente de l'ascenseur, quoi. Du coup, il faut regarder vraiment comment on se voit dans cette situation, on va dire, productive. Pour moi, quand tu as une situation stressante, c'est une situation productive. C'est une situation où tu vas apprendre des choses. Ça veut dire que ta racine, elle n'est pas assez bien ancrée, tu vois. Une fois que tu as eu 5-10 fois cette expérimentation, après tu dis, c'est pas grave, Oui, tu c'est vois. ça, oui. Mais quand c'est la première fois, tu te stresses, tu dis comment je vais faire, parce que tu sais pas comment ça va arriver, cette expérience. Et ça, c'est un peu on va revenir à la zone de confort du coup, j'aime pas ce terme en vrai. Mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que quand tu fais des nouvelles expériences de trucs que tu n'as jamais vécu avant, c'est comme ta zone de confort, ça sera un peu par ça. Et si tu t'en décales un petit peu, ça va. Tu vois, donc tu es là pendant 2 semaines, ça va bien, tes cercles, ils s'agrandissent. Et si tu ressors un petit peu, ça va. Mais si on te met là, tout d'un coup, bah ça devient plus compliqué. Ah oui, c'est ça. En fait, justement, par contre, si tu y arrives, après, ça devient plus gros d'un coup. Mais c'est normal que quand tu fais des nouvelles choses, que tu ne jamais fait avant, ou des choses qui vont être stressantes du coup pour toi vu que tu les connais pas, évidemment, c'est là où tu vas être très... Et c'est pour ça, la zone de confort, petit à petit aussi, je pense, si tu veux éviter la charge mentale. Oui, ça dépend des gens, quoi. Enfin, pour revenir du coup à indépendant et salariat, moi je voyais les premiers moments de freelance justement. Ma zone de confort était là, tu vois ce que je veux dire. Et ça a été des mois avec très ça dure. Bah Nono, tu peux te demander aussi. Toi, t'as eu des moments aussi un peu énervés. Ah oui. Justement, t'as pas su mettre tes limites aussi. Non. Et c'est vrai que c'est ça qui t'avait porté un peu de préjudice pendant un petit moment. Bah moi j'ai fait aussi une forme de burn-out où en fait je pense que quand on est indépendant, on veut aussi beaucoup prouver qu'on peut y arriver. Et des fois, quitte à surtravailler, on revient encore au sujet du 10 sur 10 plutôt que aussi, je pense, de se satisfaire d'un 6 sur 10. C'est qu'en fait, au final, il y a un truc à savoir, et ça, merci Julien, parce que finalement, c'est grâce à toi, en ce début d'année, que j'ai retenu ça, et que je vis ma vie d'indépendant beaucoup plus légèrement maintenant. C'est que un 6 sur 10 pour toi, quand tu es indépendant, c'est le 10 sur 10 de ton client. Alors que un 10 sur 10 pour toi, ce sera aussi le 10 sur 10 de ton client, mais tu vas beaucoup plus en chier et y mettre beaucoup de ta personne et te fatiguer, alors qu'on sait qu'un 6 sur 10 que tu fais, c'est déjà super parce que tu es expert dans ton boulot. Voilà, c'est ce qu'il faut aussi se dire. Ne pas se surmener, c'est déjà travailler beaucoup plus intelligemment, c'est s'ouvrir d'autres opportunités aussi, des moments de réflexion, pas être constamment dans la production, réflexion, travail, etc. Parce que c'est là souvent qu'on explose et qu'on fait des plombs. Parce que quand on est indépendant, on revient encore un peu au côté cadre et limite, etc. On n'a pas trop d'heures de travail limité. Il y a que toi qui te dis, allez, c'est bon, j'arrête. Et faut pas se dire j'arrête au moment où tu fais un plomb et tu es en train de t'endormir sur ton ordi ou sur le projet que tu es en train de faire. Il faut que toi-même, tu te dises, non, là, c'est bon. J'arrête à cette heure-là, je vais aller me balader avec mes potes, je vais aller boire un coup avec les potes, je vais aller voir ma famille, je vais aller faire du sport. C'est à toi de te donner aussi tes limites de quand est-ce que tu bosses, quand est-ce que tu bosses pas, parce que le repos est tout aussi important. Donc bien bosser. Et tu sais, finalement, l'accumulation de charge mentale, il n'y a rien de pire pour la productivité. C'est-à-dire que je vois très bien les phases où
Alors, des fois, je me mettais devant mon ordi, aujourd'hui, j'arrive à rien. Je vais me promener une heure, ça va bien. Et là, ça allait bien. Au juste, c'était une seconde de mémoire. Tu reprends ton travail et là, boum, t'as l'illumination du siècle. Et t'en fais en 1 heure ce que t'aurais fait en 8 heures en étant parlementaire. Tu te laisses ta demi-journée de non mais là c'est bon, allez, c'est quoi ce matin je bosse pas du tout. Je vais prendre du temps pour moi. Et donc là, les charges mentales déjà elles redescendent, on se met un peu plus en détente. Et après on sera mieux, plus productif. Faut pas s'en vouloir. Après, c'est de la connaissance de soi aussi. Bien sûr, mais il faut pas s'en Et comme vouloir. je vous le dis très bien, si tu l'as jamais vécu, tu ne te connais pas justement. Ah oui. Et c'est là où tu peux pas savoir où il faut mettre les limites et Ah, où mais tu as besoin c'est d'aller ça. te promener et où tu as besoin de. Mais c'est ça le choix qu'on fait. Hein. C'est le choix d'explorer aussi cette concept parce que quand tu te lances comme indépendant, par rapport à quand tu es sur un job normal, tu as toujours des trucs à apprendre, des nouveaux écosystèmes à surveiller, que c'est intérieur, que c'est pour les autres, etc. Du coup, je pense que les entrepreneurs arrivent à se connaître mieux une longueur de vie qu'une personne qui a appris, par exemple, 5-10 ans à apprendre bien à faire son boulot, mais après, il est positionné son ligne assez plate. Enfin, il apprend plus, il bouge Voilà, plus. quoi. exactement. Tu penses que c'est l'œuf ou la poule? C'est parce que le mec, il pense comme ça qu'il se dirige vers l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat qui justement lui donne une meilleure connaissance, enfin, une meilleure connaissance de soi. Je pense que c'est les deux. Je pense que c'est un ancrage des deux qui fait que tu arrives à te baigner dans ce monde de l'entrepreneuriat et d'indépendant. Et quand on parle des artistes, parce que les artistes aussi sont des indépendants, hein, ça bosse beaucoup sur cette partie. Du coup, je pense que cette idée d'entrepreneuriat, il est un peu partout. Et qu'il y a des gens qui se donnent le droit à le faire. Il y a des gens qui se donnent pas le droit à le faire. Et ça dépend aussi de l'écosystème où ils vivent. Parce que tous, on a des rêves. Hein. Tous, on est bon à quelque chose. Hein. C'est par notre main, par notre bouche. Il y a des acteurs qui se retrouvent à 50 ans, qui débutent à 50 ans. Bien sûr. Parce que jusqu'à là, ils sont appris des choses. Ils ont eu une autre perspective de leur caractère. Et une fois qu'ils ont changé leur perspective de leur caractère, il y a des corps qui sont retrouvés. Du coup, c'est pour ça qu'il ne faut jamais se laisser battre par son système nerveux qui dit qu'on est bon à rien. Il faut juste se pousser et trouver l'écosystème, les amis qui ont envie aussi à se soutenir. Moi, je me rappelle bien que Nono a pris son début et elle ne savait pas comment se prendre de nouveaux appareils, photos, etc. Et du coup, on a pas mal discuté sur tous ces aspects. Et du coup, on a trouvé un ensemble de facteurs qu'il peut changer tous ces appareils, qu'il peut avancer et qu'il peut arriver à un autre niveau. Moi, c'était le côté financier qui me faisait peur en fait. J'avais du mal à avoir encore cette vision de l'investissement long terme. Se dire ok, bah là c'est un gros budget, comment je fais? Là, je rentrais des sous, mais c'était pas très régulier, etc. Et j'avais pas non plus encore cette vision de où je retourne faire du salariat ou je retourne à la banque. Par exemple. J'avais pas pensé à ça peut-être quoi. Et au final, j'avais peur de faire ça parce que j'avais peur de pouvoir rembourser aussi, par exemple. J'avais pas cette vision-là. Lucien, il m'a poussé au cul, mais je me suis dit, mais si, vas-y. Et franchement, si je l'aurais fait si t'avais pas été là à ce moment-là aussi. Tu m'as beaucoup poussé. En fait, je me rends compte que mon entourage m'a énormément poussé dans ma vie d'entrepreneur. Pour entreprendre, il faut être aussi bien entouré, quoi. Ça, que ce soit la famille, les potes. Moi, je sais que ma famille m'a beaucoup poussé aussi sur le cadre du travail. Mon père en tant qu'indépendant, ma belle-mère également. Là, j'ai vraiment la chance aussi d'avoir une famille qui est là-dedans. Ça aide aussi. Même ne serait-ce sur l'URSSAF, les charges administratives, certains devis à faire, la facturation des trucs, des fois des choses que voilà. Et à l'école, on nous apprend pas tout ça. Je suis désolée, c'est bien d'ailleurs, mais on nous apprend pas tout ça à devenir aussi peu indépendant. Oh non Pas besoin de notes. Voilà. J'ai une question carrément que cependant je veux juste savoir. S'il y a une chose qui devait vous manquer du salariat, ce serait quoi? Personnellement, c'est le contact humain. Donc, je suis tout seul, tout le temps, et j'en ai marre, j'aime pas regarder. Et je suis devant un ordi toute la journée. Et c'est pour ça aussi que j'aime bien, je sors beaucoup dernièrement, le soir. Oui. Bon, bah, après, si j'ai pas du travail, quoi. Mais que finalement, le fait de voir personne dans la journée, c'est très compliqué. C'est des fois. dur, hein. L'isolement, il peut être compliqué.
rien que la pause café. Des fois, j'étais à mon travail, même si j'étais devant un ordi à mon travail dans un open space, il y avait la petite pause de 10 heures. Eh, Julien, on va prendre un café matin. Tu s'éternises un petit peu des fois, tu vas prendre 10 minutes, et des fois, tu vas plus 20 minutes, 25 minutes, tu vois. Mais c'était juste parler avec des gens et ça faisait plaisir. Et c'est vrai que là, à part via une webcam, je vois pas grand monde et des fois, ça peut être très compliqué. Bah regarde, il y a quoi, il y a un mois de ça, je sais plus quelques semaines, je sais plus c'était quand, tu m'as envoyé un message, on s'est parlé, je sais plus, en milieu d'après-midi, et tu dis, ah vas-y, bah je passe te voir, boire un café. Bon, à savoir, on habite vraiment à 500 mètres l'un de l'autre. Et en fait, il est venu boire un café, il est resté 20 minutes, il est parti. Il a fait une pause café, mais entre deux indépendants par contre. J'avais besoin de voir quelqu'un. Mais c'est vrai que nous, moi, ça me fait du bien le podcast parce que alors ça reste aussi dans le cadre aussi du travail, on est sur l'expression, la gestion des réseaux sociaux, la vidéo, tout ça, il y a aussi c'est ça qui entre en jeu. Mais on reste sur le contact humain et on est 3 indépendants, on échange aussi beaucoup sur les sujets, on en revient encore à ça, c'est le réseau, hein, le réseau est important, on peut se fier des contacts aussi, ça c'est top. Enfin, mais ça je comprends, le côté relations humaines qui peuvent manquer, d'être dans une équipe aussi, faire partie d'une équipe. C'est que toi tu bosses avec, par exemple, t'as un collaborateur qui est à l'étranger. C'est ton équipe, mais c'est ton équipe à distance, c'est pas... Oui, finalement, on est complémentaires l'un l'autre, on a des cas complètement différents. Ouais. Et donc, évidemment, on va attendre souvent, mais ça ne pose pas qu'ils ne travaillent pas ensemble vraiment avec nous, quoi. Ce serait quoi l'élément qui te manque comme ça? L'argent, c'est une bataille de tête. Tu vois? Ouais. En salariat, une fois que tu as les 3 mois en règle générale, qui sont assez durs, assez complexes au début. Et après, tu as rentré dans le piscine de ton taf, tu as compris ce qu'il faut faire. Après, tu le passes et l'argent, il vient assez facile. On va dire, sans beaucoup de réflexion, etc. Que tout est basé sur des projets et qu'on ne parle pas vraiment un produit ou des choses comme ça, ou du fait que l'argent est bien. Bah là, t'es plus dans l'espace tout le temps de comment arriver à faire la partie financière et arriver à accomplir qu'est-ce que tu as à accomplir aussi. Oui, on est sur en fonction du travail. On va laisser ma gourde parce que là, ça commence à être dur. En fonction du travail d'indépendant, il y a des mois où on va rentrer des sous et des mois où on rentre pas des sous et ça peut arriver. Ouais. C'est là que l'importance de sa trésorerie entre énormément en jeu. Ne pas faire n'importe quoi avec son argent quand on en a. C'est pas parce qu'on est indépendant et qu'il y a des mois où on a fait beaucoup, etc., qu'on se croit très plus et que on peut faire tout et n'importe quoi. Il faut anticiper aussi les mois qui peuvent arriver. Il peut y avoir des creux pour X raisons, moins de clients, voilà, ou des clients qui viennent mais c'est pas les clients qu'on veut non plus. Voilà, et attention à ça aussi. Il y a une petite phrase que je vais noter que j'aimais bien. Et mon ancien patron était horrible quand j'étais salarié, mais mes nouveaux patrons aussi, par exemple des couleurs, comme tu as dit. Mais au moins, mon ancien patron, il me payait quand j'avais la grippe. Mais oui, c'est clair. Ah bah la sécurité sociale, on en parle ou pas? Non, les congés, pas les congés payés, mais les arrêts maladie, tout ça. Nous, quand on est malade, on est payé quand on est malade, on peut pas. Non, mais après c'est un choix. Attends, c'est quelque chose que je oui, tu le sais, tu peux pas t'en plaindre. Elle est bien cette phrase, j'aime bien. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui vous n'avez pas l'impression que les réseaux sociaux ils biaisent un peu la vision du travail? Parce que mine de rien, on voit beaucoup sur les réseaux, ah ouais, être indépendant, vous pouvez gagner 10 000 euros en l'espace de 3 semaines. Vous pouvez devenir indépendant, c'est comme si, comme ça, digital nomade, nanana. On vend beaucoup de rêves aussi sur le côté indépendant sur les réseaux et on met à mal le salariat, etc. Vous en pensez quoi de... C'est des gros vendeurs de rêves, c'est Dans mon point de vue, tout ce qu'on voit maintenant, c'est un gros propaganda par tout l'automatisme qui va arriver. Du coup, il faut avoir des facteurs déclenchateurs de positifs dans la société humaine pour qu'on arrive petit à petit à déclencher, à se sortir de cette idée de boule, de salarié, etc. Parce que, désolé, mais dans quelques années, toute cette idée de salarié, ça va être moins fructifiant que de devenir entrepreneur. Parce que toute la partie d'automatisme vont manger beaucoup de salariés qui il y avait juste besoin de leur cercle de confort, de lancer leur salaire et après faire leur vie tranquille.
on voit bien que tout le changement d'aujourd'hui, il nous pousse forcément, sont mis en question à ce qu'on fait nous comme société et comme mon fils se mouille. C'est dur Voilà. de dire ta phrase, vas-y. Du coup, dans mon point de vue, sont beaucoup des vendeurs de tapis, beaucoup de vendeurs de rêves parce qu'on vit dans un monde capitaliste. Du coup, ils essayent de manger ce qui s'est parti digital. Et le fraîche, elle est bonne, hein? J'ai trouvé le maillot, vite. Et du coup, l'idée, c'est juste de voir de plus en plus et de te mettre en question sur qu'est-ce que tu vas faire en 10 ans si ton boulot actuellement ne va plus exister. Oui, Parce oui. qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se posent pas du tout ces questions. Non, non, non. Il y a des personnes qui ils vont être choqués quand son directeur il va dire bah, désolé, je ferme la boîte. Mais Et désolé, ouais. tous les signes, tu le voyais avant, si bien tu avais des yeux. Mais les Voilà. majorités de personnes, ils n'envient pas à avoir ça. Et là, Les ils majorités- Parce ne qu'ils peuvent ont pas pas envie de le voir imaginer, ils non ne peuvent plus, pas c'est- imaginer que leur travail n'existe pas, ils ne peuvent pas imaginer qu'ils n'auront Oui, c'est ça. Et c'est là qu'au final, comme tu disais tout à l'heure, être indépendant, tu te crées plusieurs casquettes, tu sais faire plusieurs trucs. Quand tu es salarié, tu es dans un boulot et que tu sais faire la même chose, une chose, et du coup, tu peux plus faire cette chose-là, qu'est-ce que tu fais? Faut devenir retraité. Ça peut devenir compliqué. Mais pour revenir à ce que tu disais sur les vendeurs, enfin j'allais dire les vendeurs de formation, parce que c'est de ça que j'avais parlé. Ouais. Mais tous les gens qui disent justement un partenariat c'est génial, toi aussi fait 10K en 3 semaines, comme Gaëtan, Oui, et regarde ta tête, comme Gaëtan qui a vendu dans tes City, grâce au C'est- marketing. oui ça existe, oui il y a des opportunités, mais ça change pas que venir d'un an. Déjà si on voit ce genre de vidéo, c'est que ces gens-là ils ont déjà sorti sur la vague et c'est peut-être un petit peu trop tard déjà. Il faut pas oublier que ces gens-là ils vendent des masterclass, alors quasiment sur En d'autres guillemets, PDF. à 10 000 balles, ouais. etc., etc. Et donc voilà, c'est pas ça que je dis, c'est un peu des vendeurs de rêve. Mais Ouais, du ça, coup, c'est une industrie. C'est ça. C'est une Et industrie eux ils en font eux-mêmes. n'importe quoi en vendant des Du formations coup, et c'est leur travail. c'est que c'est quoi, du coup, les clichés complètement faux sur les indépendants. Ben, on est quand même dans une société assez capitaliste où les majorités de personnes ils veulent faire rapidement des thunes, ils veulent créer rapidement des produits, etc. Du coup, dans mon point de vue, la partie assez cliché, c'est que tout le monde il veut arriver au but maximum, mais pas tout le monde il voit vraiment toute la route qu'il y a à faire. Dans l'iceberg, hein. C'est pour ça que les vendeurs de tapis, digital là, ils disent ça, mais tu sais que j'ai des potes qui ont acheté des trucs pour Amazon aux États-Unis, etc., pour lancer des marques propres aux États-Unis. Et le mec, il disait, non, mais paye-moi, en 3 mois, tu vas être gagnant. Et ils ont perdu 50 000 € en 6 mois et c'était pas grave. Voilà. Du coup, il y a plein de trucs comme ça. C'est pour ça qu'il ne faut Et ça, pas on le oublier. voit pas. Tu ne le mets pas sur les réseaux sociaux. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas oublier de réfléchir pour soi-même aussi, à un moment ou un autre, et de mettre tous les risques en balance et de comprendre, je comprends réellement qu'est-ce que je vais faire, ou je fais ça juste parce que quelqu'un d'autre qui m'a dit Oui, à faire ça. un peu mouton, quoi, aussi. Au final. T'as envie de pas être un mouton, mais tu deviens un mouton parce que tu suis un petit gourou sur les réseaux qui vont y mettre moi. C'est ça le problème. Oui, C'est ça. Mais parce que t'as pas envie de faire tout le travail. Et ça, c'est ça. Des fois, il y en a plein qui se font avoir. Ils veulent être indépendants, mais sans cravacher, tu vois, sans avancer dans la boue, quoi. C'est ça les problèmes. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui abandonnent très vite. oui, parce qu'on a tous ces parties de rire. On a tous ces parties de meilleure vie, parce qu'on le vend 6 beaucoup. 000 balles, on ne travaille pas, tu vois ce que je veux dire, mais oui. Mais c'est pas possible. Peut-être ça. à terme. c'est pas- Ça, Ouais, c'est- après, il y a des mecs smart qui font des coups très ponctuels et qui font de l'argent comme ça. Oui, Mais c'est une minorité de minorité. Et Et, exactement. ouais, tu peux pas faire ça sur une majorité de 90% de population. ouais, complètement. Ouais. Ça va être très dur. Et il y a des minorités qui manipulent la majorité pour arriver à faire des trucs comme ça aussi. Quand on parle de crypto, quand on parle des investissements, quand on parle de tout ça. Du coup, l'idée, c'est juste de réfléchir aussi sur soi-même avant de devenir. Et pas tous les entrepreneurs ils font des trucs comme ça. Il y a tous les artisans, il y a tous les personnes qui se lancent sur ça. Quand on parle de bijoux, quand on parle de pain, quand on parle de n'importe quel qu'on peut faire avec notre main. Ça aussi, c'est une raison de te lancer en entrepreneuriat, dans mon point de vue. C'est une raison de faire quelque chose. Oui, tu vas pas faire les 5 000 par mois, mais tu vas faire les 2 000 honnêtes que tu le sors avec tes mains. C'est ça, tu l'as fait toi-même. Et c'est comme, je sais pas,
J'allais faire vite fait des petites recherches un peu avant qu'on rentre le podcast aussi. Et je suis tombée en fait sur une vidéo deux coiffeurs, un salarié dans squat, enfin dans un salon, et un coiffeur indépendant. Et en fait, il y en a un qui disait, bah voilà, moi je gagne tous les mois, je travaille de 9h à 18h, je gagne tous les mois 1800, 2000 euros, enfin ça dépend. Et je travaille pour quelqu'un, et puis parfois, moi mes clients, je les choisis pas, des fois une mère qui me casse les couilles et tant pis, des fois sur un café des fois je font son machin, mais c'est comme ça, et voilà. Et un autre disait, moi je peux gagner jusqu'à 4 à 6 000 balles par mois en entraînement. Je choisis mes clients, je choisis mes horaires, et des fois tu grattes les titres, il y a des matins je veux pas, je bosse pas, mais si je veux bosser à 21h et aller chez un client, ou qu'un client vienne à mon service, c'est ok. Je peux faire des prestats différents, je peux faire pour des mariages, plein de trucs en même temps, et gérer mes tarifs, mon temps, etc. Et en fait, j'en apprends beaucoup plus parce que je ne coupe pas que les cheveux. J'ai tout ce qu'il y a autour. Ouais. C'est ça qui est hyper important, c'est que là, on est sur vraiment les équipements pour les cheveux. Ça, c'est une bonne image de se dire. Il y a des métiers, c'est pas que des métiers de salariés. Et il y a des métiers, c'est pas que des métiers de professionnels. Si vous êtes salarié dans un métier, vous pouvez le faire en tant qu'indépendant. C'est libre à vous de vouloir apprendre plus. Et de toute façon, les majorités de personnes qui se lancent dans les métiers d'indépendants, sans avoir l'écosystème familial, parce qu'il y a beaucoup de familles qui vont pousser leurs enfants, etc., faire la partie indépendante, parce qu'ils ont vu ça. Du coup, c'est une perspective de vie. Mais les majorités de personnes comme nous, qui n'ont pas vraiment eu toutes ces perspectives, on a testé le salariat, on a vu qu'est-ce que c'est, on sait qu'on peut retourner à n'importe quel âge vers le salariat si on ne réussit pas avec notre projet. Mais du coup, on tente aussi de réussir avec notre projet. Parce qu'on a vu, en parlant avec le directeur, en parlant avec le gérant, qu'il m'explique non, moi je bossais là, et du coup, j'ai trouvé que je peux ouvrir quelque chose. Du coup, j'ai ouvert et j'ai commencé petit à petit, et là, j'arrivais à avoir 10 salariés, là, j'arrivais à avoir 3, là, j'arrivais à avoir 50. Du coup, je pense que les salariés et la base de salariat, il est méga intéressant pour te laisser apprendre beaucoup, être une éponge et prendre toutes les informations, toutes les erreurs de pas faire, tu vois. Moi, à chaque fois que j'ouvre des nouveaux projets, j'essaie de m'accompagner des gens qui ont déjà travaillé sur ce genre de projet pour que j'apprenne qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'il y a plein de trucs que tu ne vois pas et que tu te lances comme un oiseau sous le vent, mais des fois il y a une grosse tempête où tu ne sais pas lire comment le vent il fonctionne. Du coup, tu vas être rapidement contre vent. Du coup, il faut se laisser tenter de tout, de ces deux salariés, mais aussi de se libérer ses ailes et de dire, vas-y, là je tente le coup, je pense que je suis prêt. On ne peut pas lire un livre à 5 ans. Du coup, il faut apprendre à lire avant d'ouvrir un livre. Du coup, il y a plein de notions d'apprentissage avant de dire vraiment, je vais être indépendant. Comprendre l'administration. Moi, quand j'ai arrivé en France, il a fallu que je fasse une formation pour comprendre réellement toute l'administration française. Pareil, je pense que les Français ne l'ont pas encore. Tu dois sûrement être plus entraîné que nous. C'est ça qu'est-ce qu'il faut faire. En fait, il faut te faire une liste de qu'est-ce qu'il faut faire avant de commencer. Toujours, fais pas en face de tes propres surprises que tu pouvais le prévoir avant. Ouais. Jules, tu veux dire un truc là-dessus ou on commence à être Pas grand-chose à rajouter. Très bien. Du coup, moi, je voulais partir sur le côté un peu de pour conclure sur le sujet. Je pense pas qu'il y ait de meilleur modèle. Le meilleur modèle, c'est celui qui nous convient. Voilà. Celui qui nous convient. Et n'ayez pas peur d'essayer quand même. C'est possible. Et on peut revenir au salariat, quoi qu'il arrive. Si vous voulez essayer l'entrepreneuriat, même ouvrez un numéro de SIRET, faites une petite activité à côté de votre salarié, par exemple, sur rabattement déjà. Bon, ça c'est top aussi. On n'a rien sans rien, donc voilà, il faut aussi donner les moyens de le faire. Et voilà, il faut aussi se dire que vouloir la liberté, c'est payer le prix qui va avec. Par contre,
c'est un gros paradoxe. Il y a liberté de l'indépendance. C'est un paradoxe, tu as moins de liberté. Sur le court terme, et au final, tu as moins de liberté. Mais sur le long terme, en 30 ans, on va avoir plus de liberté C'est ce qu'est l'idée. que On va les avoir. gens. On va voir. Le but, c'est d'avoir la liberté le financière. but, mais Le but, Est-ce c'est que ça. tu y arriveras, tu vois? Enfin, tout le monde y arrivera. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Exactement. Du coup, on se voit dans 30 ans. Quand l'eau aura encore bien monté. Ouais. C'est ça. Voilà, il y aura plus de place, là. Bon, écoutez, ce podcast c'était un peu différent des autres. On s'est mis un peu dans la panade avec l'Antilou, mais en même temps c'était aussi marrant, très naturel. Et puis je pense que des fois on recherche vachement plus ça aujourd'hui, donc j'en suis ravie. Écoutez, avant que l'eau nous arrive jusqu'au cou, on va vous laisser vous dire au revoir. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés. Et on se donne rendez-vous pour le prochain podcast, éventuellement dans un autre lieu. On ne vous dit pas plus. La suite au prochain épisode. Allez, ciao. Bye. Ciao, la Oh putain. Oh la vache.